Les deux veuves, c'est de la fiction, et c'est de la fiction un peu ludique, comme d'ailleurs les œuvres de critique fiction, du genre Les Trois Rimbaud, etc. C'est de même que d'ailleurs les épigrammes de Martial, la traduction, ou plus exactement l'interprétation que j'avais tenté des épigrammes de Martial. Alors les deux veuves, c'est un petit récit qui, qui s'appuie sur la réalité, c'est assez réaliste, c'est une promenade, enfin c'est un voyage en Normandie qui, qui, qui aboutit à quelque chose de surprenant enfin, et d'assez noir, mais enfin qui passe par des phases ludiques, dire, y compris dans la forme, c'est-à-dire que c'est entrecoupé à l'occasion de chansons ou peut-être même d'épigrammes, effectivement. Alors j'aime bien les épigrammes, c'est-à-dire ces façons très très brèves de mettre en scène un mot d'esprit, et le maître de l'épigramme incontestablement, enfin celui qui a fait évoluer l'épigramme vers la gaieté, le côté le plus ludique possible, c'est Martial, donc 1er siècle de notre ère, traduit tout au long des siècles par beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains. Hugo a traduit Martial, José Maria d'Heredia, mais avant Voltaire. Enfin, donc Martial, une sorte de maître. Donc j'ai essayé de le traduire, mais alors en adaptant, c'est-à-dire pour que les gens comprennent. Comme lui, dans ses épigrammes, il fait allusion à des personnages importants, à des intellectuels du 1er siècle, de l'époque de Néron à peu près. Et, moi, j'ai transposé avec des gens d'aujourd'hui. Alors, il y a des moments où on voit apparaître Kristeva, par exemple, ou la psychanalyse. C'est une adaptation. Mais j'ai scrupuleusement respecté le mécanisme des mots d'esprit. Parce que c'est ce que dans les traductions, on fait toujours sauter. C'est-à-dire qu'on est littéral et on trahit complètement le jeu de mots. C'est-à-dire que le jeu de mots qui fonctionne en latin, il n'existe plus en français. Alors moi, j'ai essayé de trouver des équivalents exacts, et puis quitte à transposer. Voilà pour ces livres-là. Alors, la colonisation douce, c'est une sorte d'essai fragmenté, mais enfin un essai sur la question de la langue et effectivement, de ce phénomène qui, à mon avis, est le grand phénomène historique de nos générations, c'est-à-dire de ce qui se passe en France, et pas seulement en France d'ailleurs, mais en France, en tout cas pour ce qui nous concerne, depuis la moitié du XXe siècle. Euh, le paradoxe, c'est que j'ai vécu 3 ans en Amérique du Nord, donc tout près du ventre de la bête, si on peut dire. Enfin, j'étais à Montréal, et c'est justement une situation particulière, parce que j'étais donc tout près de New York, où j'allais assez souvent pour voir des films underground, et que j'aimais beaucoup. Puis j'étais très fasciné par la ville de New York. En même temps, j'étais à Montréal, c'est-à-dire dans une capitale francophone qui se battait et qui continue de se battre, je pense, pour sauvegarder sa langue, et tout en étant très très américaine, pour rester un peu française ou en tout cas francophone. Et donc j'étais un peu écartelé. Je voyais bien d'une part, à l'époque, je sais pas, dans les années 60-70, tout l'intérêt puissant de la contre-culture américaine, des choses comme ça. Et en même temps, euh, mes amis québécois, je connaissais beaucoup de poètes, de cinéastes, d'écrivains québécois. Euh, je comprenais très bien leur combat pour leur propre identité, en tout cas pour leur langue. Et donc, comme c'était la mienne, j'ai fait cause commune. Donc j'étais sensibilisé à partir de ce moment-là. Mais je l'étais au fond comme tous les gens qui ont fait des études de lettres et qui aiment la langue qu'ils écrivent, qu'ils parlent. J'étais sensibilisé à la question donc de ce qu'il faut bien appeler maintenant la colonisation, puisque cette langue était, au Québec, elle est menacée par la présence écrasante d'une autre langue. Mais en France même, depuis que je suis rentré, c'est-à-dire depuis les années 70, la question de parler sa propre langue dans son propre pays ne va plus de soi. Ne va plus de soi, puisque depuis un certain nombre d'années, il y a des congrès de toutes sortes
qui se tiennent à Paris, où il y a, mettons, 90% de Français ou de francophones, et qui se tiennent en anglais simplement parce qu'il y a un Américain dans la salle. Alors ça, c'est un phénomène un peu étrange et qui mérite qu'on le prenne en considération. Donc, et surtout pour quelqu'un qui se sent la vocation d'écrire, écrire des livres dans une langue dont on s'aperçoit elle est reniée de plus en plus par ses propres locuteurs ou par ses propres élites, c'est un problème. Alors c'est un problème que moi personnellement je veux traiter de la façon la plus progressiste possible et d'une façon qu'on pourrait qualifier politiquement de gauche, contrairement au sempiternel jérémiades de droite sur la question, qui sont en général des jérémiades plutôt puristes, où on s'offusque de ce que telle forme verbale, mettons le subjonctif imparfait, disparaisse, on s'offusque de quelques anglicismes qui apparaissent dans le vocabulaire. Pour moi, ce sont des babioles, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la plupart des grandes langues puissent continuer à exister, la nôtre en particulier, qui est une grande langue de littérature, c'est peut-être avec l'espagnol, le russe, l'anglais aussi, une des 3 ou 4 grandes langues de la littérature mondiale, donc il n'y a aucune raison qu'elles disparaissent. Et malheureusement, il faut maintenant se battre, rien n'est jamais acquis, comme dirait l'autre, il faut donc se battre. Écrire maintenant, c'est en même temps, en France et en français, c'est en même temps implicitement se battre pour qu'on puisse continuer à écrire dans cette langue et qu'on puisse continuer à avoir des lecteurs dans cette langue. Voilà pour ce qui est de la colonisation douce. Alors la colonisation douce, c'est fait sous forme, c'est un essai qui a son unité, mais c'est quand même présenté sous forme de notes datées, c'est-à-dire d'extraits de journal. Et ça, c'est parce que je travaille comme ça, et d'ailleurs j'ai écrit plusieurs livres de la même façon, c'est-à-dire en puisant dans mon journal des extraits qui vont dans tel ou tel sens. Ça peut être un thème, comme justement la question de la langue, la colonisation, les rapports avec les États-Unis. Ça peut être aussi, il peut y avoir une unité de lieu, ça peut être tout ce que m'a inspiré par exemple le Japon quand j'y ai résidé de façon continue. Et en 1994, et ça donne à ce moment-là un livre qui s'appelle Je n'ai rien vu à Kyoto, qui est également fait de fragments de journal. J'avais fait aussi un livre qui s'appelle Dernier voyage en France, qui est aussi fait de morceaux de journal situés alors dans telle ou telle ville de France que je connaissais ou que j'étais en train de découvrir. Car j'aime bien de temps en temps aller faire des voyages en France. Dieu sait qu'il y a des régions, de très nombreuses régions où je ne suis jamais allé. Et donc je découvre tantôt la ville de Calais, tantôt la ville de Perpignan. Voilà, c'est souvent des villes d'ailleurs. Alors c'est... Ou Rouen. Ouais. Rouen qui est ma ville presque natale. Enfin, je suis né à Bolbec, près du Havre, mais j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence à Rouen. Alors, la question du journal, c'est une vraie question. Depuis tout le temps, depuis que j'écris ou que j'essaye d'écrire, c'est là. C'est-à-dire qu'il y a ce journal, je tiens un journal donc depuis un grand nombre d'années, et je le soigne d'une certaine façon. C'est une œuvre en soi, mais c'est une œuvre en même temps que je ne peux pas, que jusqu'à ces derniers temps, je ne pouvais pas envisager de publier, puisque de toute façon, j'étais totalement inconnu, et les éditeurs ne publient pas des journaux d'auteurs inconnus. Pour avoir le droit de publier son journal, il faut avoir acquis une petite réputation d'auteur de romans, par exemple. Il faut payer le droit au journal d'un peu de fiction. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai écrit de la fiction pour d'autres raisons, mais un peu pour ça aussi. Alors le jour viendra peut-être où je pourrai publier ce journal, mais ça pose toutes sortes de problèmes, de toute façon déontologiques et autres. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout publier? Est-ce qu'on peut publier les avis qui sont quelquefois écrits comme ça sous l'effet de l'humeur qu'on peut avoir sur tel problème politique ou sur telle personne?
qui quitte d'ailleurs à dire des choses nuancées et contradictoires un mois ou un an plus tard. Qu'est-ce qu'on peut publier d'un journal? Mais surtout, comme comme mon journal me sert aussi à alimenter d'autres œuvres, alors il y a une concurrence qui s'établit à un moment donné entre les œuvres qui en résultent et ce journal. À chaque fois que je puise dans mon journal, je l'appauvris d'une certaine façon. Enfin, je le galvaude. Et donc, bon, j'y puise aussi des éléments, dans la mesure où il y a de l'autobiographie dans la fiction, j'y puise aussi des éléments pour des fictions. Enfin, ça joue, dans ce que j'écris, un rôle de matrice ou de fleuve, central avec des affluents. Les affluents, c'est tel ou tel livre, et éventuellement tel ou tel livre de fiction. C'est une question passionnante, celle du journal. Je me rassure, mais en même temps angoissante, parce qu'on ne sait pas trop comment, à certains moments, quel choix faire. Est-ce qu'il faut tout sacrifier au journal, ou est-ce qu'il faut au contraire tout sacrifier aux œuvres qui en résultent? Enfin, il y a des conflits sans cesse. Mais donc ce qui me rassure un peu, c'est que beaucoup d'écrivains qui ont tenu un journal se sont posés sans arrêt ces questions. Par exemple, Léoto, le journal littéraire de Léoto, c'est sans arrêt, ça apparaît, je ne sais pas, toutes les 50 pages, la question du statut de son journal, qu'est-ce qu'il va en faire, qu'est-ce que ça va devenir. Et c'est pour ça que, y compris au cinéma, je suis très, très, très intéressé personnellement par les journaux des autres et par l'autobiographie en général. Oui, parce qu'un journal, c'est au fond la forme la plus libre, qui soit la forme littéraire la plus libre. Certes, le roman est une forme libre, parce qu'on a beau dire qu'il est en crise, qu'il meurt, ça fait 2-3 siècles qu'on dit ça, et il est toujours vivant. C'est une forme très libre. Mais le journal, c'est encore plus libre, avec très peu de contraintes. La seule contrainte étant elle n'est pas mince, certes, d'écrire au jour le jour, en tout cas de dater, d'écrire, comment dire, dans la proximité de l'événement, dans l'immédiateté de l'événement, c'est-à-dire d'écrire à chaud. Et un journal, c'est donc à la fois, on peut y mettre tout, dans des choses très intimes qui relèvent des relations avec autrui, des réflexions générales et même peut-être philosophiques sur la vie, des notations comme ça, comme d'un peintre qui note sur un carnet, qui fait des esquisses sur un carnet, alors des choses vues dans la rue, ou alors des réactions à des événements politiques, ou alors des aphorismes, c'est-à-dire une manière de concentrer en peu de mots le produit d'une certaine réflexion ou d'une certaine sagesse. Donc je tire de temps en temps de mon journal toutes ces choses, enfin certaines de ces choses, en particulier les aphorismes. Hein. J'ai publié j'en publie encore. Ça sera mon prochain livre, Immoralité, suivi d'un dictionnaire de l'amour. Ce sont des aphorismes, la plupart du temps extraits de mon journal. Mais j'en ai publié aussi chez des petits éditeurs, parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et par exemple, Le Retour de l'Espérance, et puis dernièrement, les Cadeaux de Noël, qui sont des historiettes et des maximes et des aphorismes. Et des dessins aussi. La fiction, alors, comment arrive-t-on, en tout cas comment suis-je arrivé à la fiction? D'une certaine façon, on a été là dès le début, parce que vouloir écrire, c'est, même si on accorde beaucoup d'importance à la première personne et à l'autobiographie et au journal, vouloir écrire, c'est tout de même aussi vouloir écrire de la fiction. Je crois que on est écrivain, parce qu'on emploie aujourd'hui le mot dans toutes sortes de sens, mais enfin un des critères, c'est quand même, un écrivain, c'est quelqu'un qui à un moment ou l'autre passe par la fiction. Alors j'y suis venu, moi, avec l'intention d'écrire un roman,
où j'ai écrit d'ailleurs quelques nouvelles avant de penser à un roman. Et puis ensuite, j'ai mis ça un peu en sourdine pour plusieurs raisons. Le temps, l'époque n'était pas très propice. C'était quand même l'époque de la fin du nouveau roman et puis la période telle qu'elle. Il y avait une espèce de climat, comment dire, un peu dogmatique, enfin un peu presque terroriste. Et on regardait où on mettait les pieds, on regardait où on mettait la main, ce qu'on écrivait. C'était très paralysant d'écrire de la fiction dans les années 60-70. Donc ça empêchait toute spontanéité. Et moi, j'ai éludé, j'ai retardé, mais j'ai continué tout le temps, hein, plus ou moins souterrainement, plus ou moins secrètement, plus ou moins comme ça, de façon comme une base continue, la fiction continuait. Alors j'y suis arrivé en puisant ou bien comme ça dans le journal des choses autobiographiques, ou bien par ce qui normalement aurait dû être le plus grand obstacle à la fiction, c'est-à-dire la recherche universitaire, le travail d'élaboration universitaire. Et le paradoxe, c'est que en faisant j'ai fait ce que mon traducteur japonais a appelé le premier, je crois, de la critique fiction. Il a donné un nom à ça. En faisant de la critique fiction, je suis entré dans la fiction à partir de ce qui est apparemment le plus opposé, c'est-à-dire le discours scientifique ou quasi-scientifique du genre sémiologie ou l'histoire littéraire. Alors donc ça a donné, en fausse histoire littéraire ou en fausse critique littéraire, ça a donné les trois Rimbaud, en fausse sémiologie, ça a donné la sémiologie du parapluie. C'est donc des textes qui ont l'air d'être sérieux et ont l'air d'être scientifiques, et qui sont en réalité des parodies et qui glissent vers la fiction. Alors ça, c'était une voie d'accès à la fiction. Et tout ça fait que le projet de roman total que j'avais quand même depuis le début presque, enfin au moins depuis 1968, a fini par se réaliser. L'idée, c'était donc de raconter la fin du monde, puisque le début, c'était déjà connu, et qu'il y a de nombreux textes dans toutes les littératures sur ces débuts de l'humanité, ou les débuts du monde. Donc là, l'idée, c'était de faire la fin du monde, et surtout du point de vue d'une conscience, enfin d'un narrateur. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on devient quand on sait qu'on n'en a plus que pour quelques jours à vivre, et que non seulement ce sort peu enviable nous atteint, mais atteint l'humanité entière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ça a donné les derniers jours du monde. Donc ça fait près de 600 pages quand même. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Enfin, j'ai fait évidemment la plus grosse partie vers la fin, c'est-à-dire dans les 3 ou 4 dernières années, mais il est paru en 91. Mais ça avait commencé bien avant. Alors voilà, la fiction. Ah, le nouveau roman. C'était important pour moi. D'abord, ça m'a beaucoup agacé, ça m'a beaucoup irrité. Enfin, j'essayais de comprendre, de me mettre dans... C'était la littérature qu'il fallait faire au moment où je commençais à écrire, mais j'avais pas tellement envie d'écrire comme ça. En même temps, j'ai fini par voir que ça donnait, quoique très différentes les unes des autres, des œuvres tout à fait, pour certaines, tout à fait remarquables. Enfin, je continue à penser que, je sais pas, la modification de Butor, par exemple, les gommes de Rome-Grillet, tel ou tel livre de Pinget, de Beckett, sont de grands livres. Mais ce qui m'agaçait, c'était le climat. Ça, c'est surtout l'affaire de Rome-Grillet, qui est quelqu'un qui a toujours su, avec beaucoup de brio et d'humour d'ailleurs, faire croire que ses propres solutions narratives étaient celles de l'humanité entière. Et c'était ça, ce côté un peu imposé des dogmes de Rome-Grillet qui m'agaçait. Et en même temps, encore une fois, je pense que Rome-Grillet a fait une œuvre qui restera. Mais pour moi,
Ça a été donc d'abord quelque chose d'exaspérant, et en même temps, le nouveau roman a attaché en quelque sorte des grelots à la littérature. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire un pas sans entendre teinter le discours de Rome Grillet, la haine de la métaphore, le refus d'être dupe, le refus d'écrire comme Balzac, etc. Donc on a commencé à ce moment-là à avancer sur la pointe des pieds en matière de fiction. Alors, la première fiction que j'ai publiée, un roman que j'ai qualifié de musical, donc M&R, c'est quand même quelque chose qui garde du nouveau roman l'idée d'un véritable travail formel, d'une hésitation grammaticale entre les différents temps, les différents niveaux temporels, le passé ancien, le passé récent, le présent, et puis le conditionnel, c'est-à-dire le virtuel, l'hypothèse, le pur possible. Alors le nouveau roman, ça a été donc une sorte d'école, même si c'est une école négative en partie, c'était une école. Et puis, peu à peu, j'ai retrouvé un peu de sérénité et de liberté, et puis la volonté d'écrire comme il me chantait. Comment je me pose le problème de l'invention aujourd'hui? Eh bien, d'une façon simple, je crois que peu à peu, j'ai atteint une certaine liberté, c'est-à-dire que c'est pas une question qui me paraît sans intérêt, mais je ne cherche pas à inventer à tout prix, en tout cas pas formellement. Et quand même, la question de la forme continue à se poser, mais tout à fait autrement. Comment est-ce que je me pose la question de l'invention aujourd'hui? Eh bien, je ne me la pose pas. C'est peut-être ça le progrès ou la liberté atteinte. Ça n'empêche pas que je ne cherche pas du tout à revenir à quoi que ce soit. Je ne cherche pas à écrire comme on a écrit il y a 10 ans, 50 ans ou 2 siècles. J'écris comme, j'espère, comme un homme du 21e siècle. Simplement, par exemple, par rapport à l'époque où Robe Grillet me titillait, mais me posait problème. Je pense, en ayant relu il n'y a pas si longtemps des romans de Balzac, qu'au fond il y a une modernité incroyable chez Balzac, il y a une vitalité, une inventivité incroyable. Et il y a même des solutions formelles qui dans, par exemple, la cousine Ponce, la cousine Bette, pardon, qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Il y a une grande liberté chez Balzac. Il y a une façon d'être là tout le temps, d'intervenir, de donner son avis sur tout, qui est quelque chose qui correspond à une des questions que je me pose, moi, formellement. Parce que j'écris des fictions, certes. J'en ai au moins 2 sur le feu. Mais je crois que le plus important, c'est un livre que j'ai commencé il y a déjà 4 ans et qui est un livre à la première personne, qui est un livre autobiographique. Mais simplement, qui n'est pas autobiographique chronologiquement, qui est autobiographique un peu, je suis confus d'employer une si illustre comparaison, mais un peu comme les essais de Montaigne, c'est-à-dire que à certains moments, sur certains points précis de l'autobiographie, je peux faire des retours en arrière généraux sur un thème, sur une question. Donc le livre, tout en étant autobiographique, ne sera pas chronologique et la question de sa forme, de sa structure, se pose constamment. Et ce que j'ai appris, moi, peu à peu, c'est à me situer devant ce type de problème de la façon la plus libre possible. Et à considérer que la vraie invention, c'est pour chaque livre de trouver une forme nouvelle. Chaque livre qui ne soit pas un roman, parce que les romans, c'est un autre problème. Mais là, dans ce livre à la première personne, j'ai le plaisir inouï à chaque page, à chaque paragraphe presque, de me dire, tiens, comment est-ce que je vais organiser ça? Et la question donc de l'invention formelle se pose d'une façon tout à fait libre et tout à fait nouvelle. Alors dans le roman,
Eh bien, je peux vous parler de mes projets actuels, sans entrer dans les détails, mais au fond, je me trouve... je crois que la métaphore, ça serait une métaphore gastronomique, la différence entre la cuisine italienne et la cuisine française. La cuisine italienne, excellente cuisine, mais qui a des traditions dont la plupart des chefs dans les bonnes villes d'Italie ne s'écartent pas. On fait toujours une telle sorte de pâte de la même façon. Tandis que dans la cuisine française, c'est une cuisine qui est un petit peu organisée comme les arts plastiques ou la musique, c'est-à-dire qu'elle évolue, c'est un art justement, avec tout d'un coup des manifestes, une nouvelle cuisine, avec des recherches constantes. Et alors voilà, je crois que le passage par la terreur du nouveau roman, par les questions posées par le nouveau roman, ça fait de moi plutôt un cuisinier du genre français que du genre italien. C'est-à-dire que je n'ai plus peur maintenant, effectivement, de faire des tambouilles inédites, de faire des mélanges nouveaux. Et par exemple, j'ai deux fictions, entre autres, en cours. Il y en a une où je vais essayer d'utiliser un canevas qui serait plutôt celui du roman policier, mais pour faire tout à fait autre chose qu'un roman policier. Et puis l'autre, ça sera quelque chose qui sera en même temps une sorte d'hommage au conte de Voltaire et aussi qui retrouvera peut-être une partie des problèmes et même de l'organisation formelle de la Divine Comédie de Dante. Vous voyez, c'est très ambitieux et en même temps c'est très aventureux. L'invention, enfin la liberté et l'invention, elle consiste ici à être très libre, à ne pas avoir d'a priori, à être complètement tourné vers l'avenir, même en utilisant des exemples du passé, mais en les utilisant de façon inédite. L'idéal, c'est que chaque fiction ait sa forme différente. Alors ça se passe quelquefois. Moi, j'ai quelquefois des idées de forme comme ça en stock. Voilà qu'un sujet se présente et qui colle très bien avec cette idée, avec cette forme. Par exemple, ce livre que j'avais fait sur la photo, ou des photos qui sont en réalité des photos absentes, les 36 photos que je croyais avoir prises à Séville. L'idée, c'était effectivement de publier un livre avec des cadres de photos et il n'y a pas de photos. Et avec en dessous la légende, avec la description. Et donc ça m'a inspiré, il fallait que je raconte une fiction qui se passait à Séville. Et donc j'ai utilisé ça. J'ai imaginé un narrateur qui va avec sa fiancée à Séville au moment de la foire exposition, et puis il y a toutes sortes de choses qui lui arrivent dans ses rapports avec elle, et puis après rupture, et puis rencontre d'une autre personne, d'une jeune sévillane. Et le narrateur prend des photos de tout ça, et puis il rentre à Paris, et il les fait développer, et là le photographe les lui rend, on l'abomine, en lui disant que la photo était la pellicule était mal enclenchée ou je ne sais quoi, mais aucune des photos n'a pu être tirée. Et donc le narrateur, sans se laisser abattre, décide de reconstituer les photos. Il se souvient quand même des circonstances et il décrit toutes les 36 photos, avec quelques lacunes évidemment. Il y a par exemple la photo 23, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait sur la photo 23. Mais il se souvient très bien de ce qu'il y avait sur la première, sur la troisième, etc. Et donc le livre consiste en la description, en dessous du cadre vide de la photo, de la description de ce qu'il y avait sur la photo et qui marque un épisode dans plusieurs aventures comme ça, sentimentales. Alors ça c'est une forme, je crois que l'idéal c'est effectivement d'en trouver une nouvelle à chaque fois. Et une fois qu'on s'est servi d'une, il faut la casser, il faut casser le moule à chaque fois. Non, la question de l'invention ou de l'innovation, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que c'est important d'être totalement nouveau? De toute façon, même quand on croit l'être, on ne l'est jamais. On trouve toujours, en cherchant bien, chaque Christ est précédé d'un Saint Jean-Baptiste. Enfin, c'est pour employer des grandes métaphores, mais on trouve toujours des gens qui ont fait ce que vous croyez inventer avant soi. C'est terrible. On n'invente jamais rien. Mais peut-être qu'il faut prendre
la question comme on la prenait au XVIIe siècle, c'est-à-dire que on ne cherchait absolument pas à inventer, on s'appuyait volontiers sur les anciens, sur un modèle, sur Plaute, sur Aristophane, sur Sophocle, et puis à partir de là, eh bien, des gens géniaux comme Corneille, Racine, etc., faisaient des pièces qui étaient en fait tout à fait nouvelles. Peut-être qu'on devrait se poser des questions comme ça. Enfin, cela dit, par exemple, je disais que j'avais relu Balzac, que c'est une leçon de liberté, mais il y a quand même des choses qui sont dans Balzac que j'ai pas envie tellement, moi personnellement, de faire. Ça, c'est peut-être le côté nouveau roman qui est venu paralyser un peu mon inventivité, mais l'idée, par exemple, d'entrer dans les reins et les cœurs, de sonder les consciences, de parler, de savoir, de faire mine, de savoir ce qui se passe dans la conscience de chaque personnage, à tout moment, ça c'est une chose qui me paraît difficile, sans tomber forcément dans une littérature du type behavioriste, comme, bon, je sais pas, dans certains romans de Faulkner, où tout est vu toujours de l'extérieur, une littérature du pur comportement. J'ai peine, moi, je m'arrange toujours pour que tout soit, qu'on sache ce que pense tel personnage, mais parce qu'il l'a écrit ou parce qu'il le dit dans une conversation, enfin, je respecte la conscience des personnages. Par exemple, dans les Martagons, je crois que c'est dans la mesure où les personnages qui sont 5 ou 6, enfin, vivent ensemble et se parlent et même ont une sorte de ce qu'ils appellent le gribouilloir, un cahier collectif dans lequel ils écrivent des réflexions et ils se font des questions et des réponses. C'est à la mesure où il y a un échange comme ça objectif, soit dans le dialogue, soit dans ce qu'ils écrivent, qu'on peut savoir ce que les uns pensent. Mais je ne me permets pas d'entrer dans la conscience des personnages. Ça, c'est peut-être un acquis historique, c'est peut-être quelque chose qui vient de ce qu'on est arrivé après Rome grillée. Donc le nouveau roman va dans le sens de votre liberté. Oui, le nouveau roman a joué un rôle de libération à sa façon. Il a été une contrainte et ensuite une libération, après tout. On l'a déjà dit, ça. L'art, c'est égide. L'art vit de contrainte et meurt de liberté. La liberté vient de la contrainte. On acquiert la liberté par la contrainte. Comme les danseurs qui se forcent à faire des exercices très très désagréables chaque jour et puis qui gagnent comme ça une extrême grâce. Cela dit, un roman, c'est un organisme vivant, complexe, ouvert, qui permet d'incorporer toutes sortes de problèmes, de questions, et de même que dans les derniers jours du monde, dont j'ai essayé de faire un livre où tout ce qui m'intéressait se trouvait noué, se trouvait enchevêtré. Dans les Martagons aussi, il y a forcément, même si je suis parti d'une histoire simple, c'est-à-dire 5 jeunes gens qui font des farces, qui vivent dans la banlieue de Paris, enfin à Saint-Maur, et puis qui font des raids comme ça, qui contestent la société dans laquelle ils sont, mais d'une façon ludique, en pensant que c'est un roman d'après la chute du mur de Berlin, ou ce qu'on appelle la prétendue mort des idéologies. C'est-à-dire c'est un roman où les questions sont plus posées en théorie politique lourde, mais en actes ludiques qui ont aussi des valeurs, des effets subversifs, mais moins dommageables à l'espèce humaine. Alors les Martagons, c'est aussi un roman où toutes sortes de choses qui m'intéressaient par ailleurs, dont j'ai parlé dans d'autres livres, dans des essais, dans mon journal, se trouvent posées. Il y a une certaine... par exemple, parmi leurs farces, plus ou moins inspirées, je ne sais pas, mais il y a le fait d'aller à Euro Disney et puis de lâcher des souris vivantes dans la foule, ou des choses comme ça, enfin des hommages à Mickey un peu bizarres. C'est pas un hasard, ça rejoint peut-être une certaine impatience, une certaine antipathie à l'égard de phénomènes de colonisation culturelle. Tout ça, le roman est là pour accueillir tous ces problèmes et éventuellement ces idées de solution. Enfin,
C'est une structure ouverte. Amour noir, je peux dire deux ou trois choses sur ce livre. Premièrement, il ne prendra son vrai sens que peut-être plus tard, quand j'en aurai écrit un autre, auquel je pense. Et puis, deuxièmement, ça pose la question des déplacements de texte, puisqu'il est né, une partie d'Amour Noir existe déjà dans Les Derniers Jours du Monde. J'ai arraché en quelque sorte à l'enchevêtrement des Derniers Jours du Monde l'histoire d'amour. J'ai essayé de la faire alors de toute pure, comme un récit dépouillé, et je l'ai transplanté donc dans un autre terreau. Et là, d'autres branches ont poussé, d'autres bourgeons enfin, se sont développés. L'histoire a repris, comme on dit, d'un plan qu'il reprend. Enfin. Et ça, c'est la question, c'est vrai, qui se pose déjà dans le fait que j'utilise souvent des morceaux de journal pour faire les livres. C'est-à-dire que le même fragment de texte peut se retrouver dans d'autres textes. C'est un problème général. Et puis, la troisième chose que je peux dire d'Amour Noir, c'est que voilà, la question de la forme, la liberté peut être d'essayer de trouver une forme dite classique, c'est-à-dire de ne pas chercher absolument à incorporer les trouvailles linguistiques des derniers mois, qui sont dans l'air du temps, mais essayer de trouver une forme un peu plus presque abstraite, enfin qui pourrait être comprise par des gens du 19e siècle ou même du 17e. C'est arriver à une espèce d'intemporalité, c'est une gageure, mais ça peut expliquer la façon d'écrire que j'ai eue là dans ce livre-là. Arriver à une certaine intemporalité, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas tout à fait le contraire là, dans un prochain livre. L'humour sombre. Je crois que l'humour au sens fort et vrai du mot est toujours plus ou moins sombre. Enfin, c'est-à-dire que c'est une sorte de glacis qu'on met sur des choses affreuses pour que ça soit plus agréable à regarder. C'est presque un terme de pâtisserie, mais enfin, je crois que oui, l'humour en général, si on veut prendre encore une comparaison avec la cuisine, c'est une manière comment on cuit à l'étouffer, c'est une manière de faire cuire la réalité, surtout la réalité la plus triste, la plus désespérante, de la faire cuire de façon à ce que ça ait un petit côté très très agréable. L'humour, c'est tout simplement un processus d'élaboration, pour dire ça un peu abstraitement. C'est-à-dire qu'au lieu de livrer la colère, l'agacement, l'angoisse, l'absence d'espoir, comme ça, brutalement, ce qui est au fond, ce qui n'est pas très poli, parce que ça doit être très agaçant pour les autres, eh bien on enrobe ça, ou on élabore ça de façon à ce que ça soit, au contraire, très très agréable. Et il y a des moments dans les textes que j'ai pu produire, il y en a qui sont plus ou moins élaborés, il y en a qui sont brutes d'indignation quelquefois, et puis d'autres où j'ai pris le temps de réélaborer tout ça, de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche, et puis à ce moment-là, ça donne ou bien des aphorismes, ou bien des contes, des petits contes, ou bien des apparitions de Dieu, donc une manière de présenter les choses de façon moins lourde et moins agaçante, moins insupportable pour autrui. C'est une forme de politesse, comme avait dit Chris Marker, la politesse du désespoir. Alors sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je vais faire, je ne vais pas vous répondre, enfin, ou j'en ai dit déjà un petit peu, mais ça serait premièrement aventureux, puisque ça serait vendre la peau de l'ours avant qu'il
qui soit par terre, mais ça serait surtout, deuxièmement, contre-productif, parce que si on parle de quelque chose... Enfin, les gens qui parlent très bien de leur projet, en général, ils finissent par ne pas le faire. Parce que si on en parle trop bien, on n'a plus envie de le réaliser. Et il faut que, pour une raison simple, je crois, c'est qu'il faut... Parce que c'est pas facile d'écrire, c'est même... Quand c'est de la fiction, c'est vraiment, à certains moments, c'est vraiment très emmerdant, très très fatigant. Alors il faut au moins que l'auteur ait un petit peu de surprise, qu'il se réserve des surprises. S'il a trop parlé à l'avance de ce qu'il va faire, et il n'a plus envie de le faire. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'on a oublié des choses? Bien sûr. De toute façon, moi j'ai toujours conscience du caractère arbitraire et éphémère de ce qu'on peut dire. Peut-être que si vous veniez dans un mois, je vous dirais, sauf quelques petites choses historiques, enfin, qui sont de l'ordre du fait passé, je vous dirais des choses tout à fait différentes. Je crois que tant qu'on n'est pas mort, le discours qu'on peut tenir sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on est forcément très très partiel et très sujet à caution. À votre place, je me méfierais. Mais l'histoire... On recommence. Moi, ce qui m'a effrayé vraiment, c'est là, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment... Ah oui, c'est objectivement effrayant, surtout que... Bon, on ne peut pas être sûr, mais c'était paru, c'est vraiment, comme je le dis, c'était une espèce de lettre de lecteur qui était parue dans le courrier de Libération. Et est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'est authentique? Ça avait toutes les apparences de l'authenticité. Alors moi, je l'ai réécrit, je l'ai mis un peu en fiction, mais c'est... J'aime bien les choses brutes comme ça, qui sont brutes au sens où c'est de la vérité, enfin en principe. Cela dit, rien ne prouve effectivement que c'est pas un farceur qui a inventé ça. Peu importe, c'est le fin fond de l'horreur. C'est vraiment... Ah oui, absolument. Oui. Mais enfin, si on commence à... Si les assassins se mettent à raconter leurs assassinats, ça risque d'être effectivement très très sombre. Ça fait quoi? Vous étiez fasciné par ce texte-là ou quoi? C'était quel... Ben oui. Il y avait l'idée aussi, c'est un peu romantique, parler d'invention, d'originalité, raconter une histoire atroce comme celle-là, que en principe personne n'a jamais raconté, ça peut être... on peut avoir ce secret espoir que justement c'est totalement nouveau et que ça sera perçu comme tel, qu'on fait avancer, on va un peu plus loin que les autres. Est-ce qu'il y a un rapport est-ce que vous vous identifiez à eux? Est-ce que c'est de la pure fiction? Le rapport, la question que je voulais vous poser par rapport au Martellon, c'était le problème de la fiction. Est-ce que c'est de la pure invention? Est-ce que c'est purement romanesque? Vous voyez? Oh, là, pour le coup, c'est largement romanesque et largement de la fiction. Mais alors, dans le sens où la fiction, c'est une manière, c'est fantasmatique, c'est une manière pour un auteur de s'envoler, quoi, d'entrer dans un autre monde, d'avoir des expériences qu'il n'a pas été capable d'avoir ou qu'il n'a pas encore eues dans la vie réelle. C'est comme dans les rêves où on peut s'envoler. C'est exactement ça. S'identifier? Cela dit, dans le premier livre paru sous pseudonyme, que peut-être je republierai bientôt, il y avait aussi une histoire de bande comme ça, de 5, 6, 7 personnages, des jeunes, très jeunes. Et voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas eu une jeunesse comme ça, peut-être que... Oh, mais je crois que ça relève essentiellement du fantasme. En même temps, je trouvais que c'était très bien senti, parce qu'il y a l'histoire autour
autour des virus à un moment. Il se rencontre dans le bar des Envierges, il y a tout un truc autour des virus. Et ça, on sent bien que c'est un mode de fonctionnement de type bande, l'histoire du virus, l'histoire il y a quelque chose qui circule, mais pas comme dans une société, pas comme dans une famille, hein, mais comme dans une bande. Oui, alors ça peut être... bon, ça a dû m'arriver quand même, parce que j'ai eu une existence collective tout de même, dans les lycées, dans les écoles où j'ai été. Il y a des bandes d'amis, effectivement, il y a des dîners d'amis. Ça, c'est une expérience tout à fait joyeuse et que, Dieu merci, je connais encore. Oui, il y a une espèce d'allégresse qui vient de la convivialité, du fait, au sens étymologique, c'est-à-dire du fait de partager, de dîner ensemble, comme ça, et d'être un peu débridé à cause de, peut-être grâce à l'alcool, grâce à la chaleur communicative des banquets. Et que peut-être c'était ça, peut-être du coup c'était pas de la pure fiction, c'était pas de la pure truc comme ça, vous étiez extérieur à ça. Mais d'une certaine manière vous participiez à une bande sans en faire partie, comme le vieux loup solitaire, fait partie d'une meute sans être dedans, mais il sait ce qui s'y passe. Oui. Oui, bah c'est peut-être bien vu, je ne sais pas. N'oubliez pas que j'ai enseigné, donc un bon enseignant c'est comme ça, c'est un vieux loup qui est tout près de toutes sortes de jeunes loups, et qui doit être capable de les écouter, et puis même de faire partie de la meute. Tout. Ritournelle des belles maladies. C'est le sarcome de Kaposi. De Kaposi, c'est le sarcome qui fait des taches sur le buis et qui résiste à tous les pommes. Tuberculose, varicelle, galaphtédème, pneumonie. Tenez, voici la ritournelle de nos plus belles maladies. Jaunisse, rougeole, eczéma, elles ont toutes les couleurs. Hernie, colique, abcès, zona, pour tous les goûts, tous les malheurs. Coqueluche, pneumothorax, phlegmon, varice et résipelle, bouche en mou, furon, spontrax, lupus, herpès et polypelle. Scarlatine, croupe, pleurésie, choléra, tétanos, diabète, ulcère, cancer, diphtérie, scorbut, vérole, c'est trop bête. Laissez cirrhose et citronnelle, onguent, tous et compagnie. Rien ne guérit ces écrouelles, aucun espoir, pas de survie. La mort arrive à tire d'aile, allez pas de sensiblerie. Voici la ritournelle de nos plus belles maladies. La mort arrive à tire d'aile, allez pas de sensiblerie. Voici la ritournelle de nos plus belles maladies. Voici la ritournelle de nos plus belles maladies. Francis Picabia, Sans titre, 1922. Aquarelle sur papier. Alors voilà, c'est très dada quand même. Ça peut être sans dessus dessous.